Cette émission vous est présentée par le gouvernement du Québec qui vous invite à vous joindre à la fonction publique. Travailler pour le Québec, plus qu'une carrière. Bonjour, ici Chantal Doré au micro d'Inclusion Inc., un balado sur les initiatives des entreprises pour favoriser un milieu de travail inclusif qui fait la belle part à la diversité. Inc. comme inclusion, Inc. comme incorporé, qui réfère aux entreprises, qu'elles soient à but lucratif ou à vocation sociale. Les entreprises, elles ont un rôle à jouer comme milieu d'accueil. Canal M, c'est la voix de l'inclusion. Nos émissions tendent l'oreille à diverses communautés comme les femmes, les communautés culturelles dont les Premières Nations, la communauté LGBTQ2S+, ou les personnes vivant en situation de handicap. Nous recevons aujourd'hui un conseiller en équité, diversité, inclusion qui fait partie d'une belle équipe au sein d'Hydro-Québec. Bienvenue à Pasquale Lomascolo. Alors, bonjour Pasquale, ça va bien? Bonjour, merci de l'accueil. Oui. Alors, tu permets qu'on se tutoie? Absolument, oui. Allons-y. Tant qu'à être inclusif. Quoi qu'on peut être inclusif avec le vous. Absolument. Tout à fait. C'est une posture, c'est une attitude. Mm-hmm. Alors, il y a une équipe, je pense, chez Hydro-Québec en EDI. Exact. On est une petite équipe de 5-6. Ça fait quelques années qu'on existe. On est vraiment très, très chouette d'être là. On est au sein des ressources humaines, qui est un peu le cas de beaucoup de grandes entreprises, surtout au Québec, au Canada anglais, où on travaille davantage la représentativité à l'interne, l'inclusion des gens, une fois qu'on est embauché comme employé. Et ensuite, on essaie de teinter un peu les équipes qui travaillent avec les publics externes. Et comment ça a émergé chez Hydro-Québec, cette préoccupation? Ça a émergé, ça fait longtemps qu'on y travaille. On n'avait peut-être pas les mots officiels, mais ça fait longtemps qu'on y travaille depuis plusieurs années. Et c'est venu de quelques raisons principales, mais surtout, Hydro-Québec, grande société d'État du Québec, ça appartient à tout le monde. Oui. Et on se dit, on veut vraiment être le reflet de la population québécoise. Ça appartient à tout le monde, donc absolument. Ça devrait ressembler à tout le monde. On devrait ressembler à tout le monde. Hydro est partout au Québec, et donc il y a la diversité au Québec, qu'on la voit ou qu'on la voit parfois pas. Donc on trouve ça important. Et deuxième chose, on disait, si nous, on peut le faire comme grand leader d'une grande entreprise au Québec, aussi dans le parapublic, mais pourquoi ne pourrait-on pas inspirer d'autres entreprises, peu importe leur taille, et qu'elles soient dans le public ou privé ou parapublic? Parce qu'il reste que c'est quand même une déclaration sur votre site Internet. On indique que l'inclusion est une valeur fondamentale et que Hydro-Québec aspire à devenir un modèle en matière d'inclusion et de milieu de travail sain et respectueux. Ça reste un grand engagement. C'est un grand engagement. Ce qui n'est pas facile à réaliser. Oui. On va parler des défis tout à l'heure. Oui, absolument. C'est beaucoup de travail au quotidien, mais on a dit que c'était important. On commence avec une déclaration. Peut-être qu'éventuellement, on se rendra une politique avec tout les gens qui sont plus dans les grandes entreprises savent à quel point ça peut être gros et grand comme chantier de développer une politique. En attendant, on travaille vraiment les deux mains dedans sur le terrain avec des collègues un peu partout dans plein d'unités d'affaires. Bien, justement, je me demandais quelle est la différence entre une déclaration sur l'inclusion, parce que je l'ai vu aussi sur le site Internet, et une politique. Pour nous, une déclaration, c'est plus un engagement, surtout pris par nos dirigeants, dirigeantes, donc la haute direction. Et ensuite, une politique, il y a un peu plus de structure formelle, de paramètres, de rendre compte qui viennent avec, qu'on n'a peut-être pas pris le temps de faire dans les 2-3 dernières années depuis qu'on a fait notre déclaration, parce qu'il y a quelques changements à l'autre direction, on ne se cache pas, mais aussi, tant qu'avoir fait une déclaration, l'équipe s'est constituée, soudainement, le téléphone a commencé à sonner, et donc, on est juste pris dans une espèce de tourbillon hyper positif, avec un beau retour de gens qui disent « Hey, Pasquale ou équipe, aidez-nous, aidez-moi, je veux être plus inclusif ou inclusive. Comment je fais? Comme gestionnaire ou comme employé un peu partout. » Bien, d'une certaine manière, c'est encore mieux
Parce que c'est pas la direction qui émet une politique, c'est la communauté qui finalement est en train de l'écrire, sa politique. C'est un peu ça. La direction a beaucoup insufflé le leadership pendant plusieurs années. En parlait beaucoup. Et à un moment donné, les gestionnaires un peu partout, peu importe à quel niveau, ben, ils nous disent directement, ils et elles nous disent souvent, ben, la diversité est rendue un fait dans nos équipes. Lorsque j'embauche ou juste avec mon équipe actuelle, il y a de la diversité. Des fois, on la voit, des fois, on la voit un peu moins. Et donc, comment je fais pour que tout le monde soit heureux, se sente bien, un beau sentiment d'appartenance? Et donc, c'est commencé avec une belle souffle d'en haut, si on veut. Et maintenant, c'est vraiment pris par la base. Et là, ça continue. On est archi content que ça continue comme ça. Ben c'est ça, on remarque quand on regarde un petit peu votre site Internet que cette notion-là d'inclusion est aussi arrivée dans un changement de direction de Sophie Brochu qui n'est plus là. Exact. Donc, il y a eu aussi ça et là, il y a ce legs-là et Hydro-Québec avec une nouvelle direction maintenant. Il reste que ça part de la direction aussi. Donc, il y a la direction, mais il y a aussi la communauté qui parle de plus en plus et on essaie de se rejoindre en quelque part au milieu. C'est un peu ça. Et bon, à date, je ne vous cacherai pas que je pense que j'ai jamais rencontré de personne dans la haute direction qui était contre la diversité et l'inclusion. Donc, c'est extraordinaire. C'est difficile on nous soutient de dire toujours. On est contre. C'est un peu difficile de dire on est contre. Mais là, on aime de plus en plus aller, nous, comme équipe EDI, c'est vraiment rencontrer les gestionnaires et les employés qui sont un peu plus près, soit des opérations, plus des équipes corporatives, peu importe où ce qu'on est sur le territoire, de dire, OK, vous avez les deux mains dedans, vous êtes une équipe, comment on fait? On veut se sentir bien. Tout employé qui a un emploi, peu importe où on est, on veut peut-être pas être meilleur ami avec tous nos collègues, tant mieux si on le souhaite, mais à la base, c'est juste de se dire, hey, je veux rentrer, je veux être bien au bureau, je veux me sentir accueilli, un bon sentiment d'appartenance ou belonging, comme on dit souvent en anglais. Ça tombe un peu juste dans le respect. C'est un peu du gros bon sens des fois, mais c'est dire, hey, les amis, on va se respecter. Garde ce que tu apprécies un peu moins chez toi et laisse tes collègues venir pour être qui ils ou elles sont. On disait tout à l'heure que ça prenait pas ce terme-là, mais avant, on avait ça dans tous les énoncés de mission et de valeurs d'entreprise, le respect. Est-ce que c'est pas, à quelque part, la façon de le vivre maintenant, le respect? Je crois que oui, il y avait respect. On parlait aussi beaucoup de droits de la personne avant. C'est comme une belle évolution naturelle. Oui. Et en plus du respect, donc le D, le I, si on veut, la diversité et l'inclusion, on y a un peu greffé tout ce qui est accessibilité et évidemment équité. Et donc, en se rendant compte, pas en se rendant compte, mais en voyant évoluer, on dit « Hey, c'est super, le respect, ça prend peut-être un peu plus. Peut-être que ça prend quelques mesures pour aider certaines personnes qui ont moins de moyens ou qui réussissent moins à atteindre certains postes pour s'épanouir davantage et d'où rentre l'équité qui est quand même importante là-dedans. » Donc, à ce moment-là, de dire on peut accueillir les gens, mais est-ce que, justement, dans le cadre d'une promotion, tous les candidates sont considérés de la même manière, où il n'y a pas des biens conscients que telle personne de telle communauté va moins bien faire le travail ou... Oui, j'entendais parler justement avec Marjorie tantôt, on parlait de biais inconscients. Souvent, les grandes entreprises, ou je pense les petites aussi, quand on commence à parler de diversité et inclusion, on commence souvent avec les biais inconscients et c'est super. Mais après les biais inconscients, il faut aller un petit peu plus loin. Donc, idéalement, on se rend conscient de nos biais. Tout le monde en a, c'est correct. On n'est pas dans l'autoflagellation ou la culpabilisation des gens. C'est correct, on a tous des biais. On veut juste que tu en sois conscient ou consciente. Et ensuite, c'est dire, tant dans les embauches de l'externe et que dans les promotions, donc dans le cheminement de carrière des gens, bien, on veut qu'à compétence égale, bien, tout le monde ait la même chance, la possibilité. Et des fois, bien, à compétence égale, est-ce qu'on pourrait favoriser des candidatures peut-être moins présentes dans l'équipe dont on parle? C'est quoi le plus grand défi des gestionnaires? Sur quoi souvent ils vous consultent? Là? Qu'est-ce qui est vraiment le sujet qui les, je ne veux pas dire dérange, là, mais qui les challenge, je ne veux pas employer un mot anglais, mais qui leur donne le maille à partir? Là? C'est difficile. Je ne suis pas gestionnaire. J'ai beaucoup d'empathie pour les gestionnaires parce que c'est difficile. C'est pas un rôle facile. C'est pas un rôle facile. On a à avoir beaucoup de bienveillance avec notre équipe. On a souvent beaucoup de pression d'en haut et on essaie de gérer tout ça. Et il n'y a pas deux équipes pareilles. Il n'y a pas deux individus pareils non plus. Donc, des fois, des gestionnaires nous disent « Ah, tu sais, ils vont nous appeler dans l'équipe. Ils disent « Ah, tu sais, venez donc jaser de diversité, mais chez nous, j'ai pas de diversité. » Et là, on
on répond souvent oui, mais oui, il y en a. Absolument, c'est impossible qu'il n'y ait pas de diversité chez toi. C'est pas parce que tu as 10, 15 employés qui peut-être se ressemblent de visage ou juste de première apparence. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans un groupe surreprésenté. Exemple, ça se peut pas qu'il y ait personne neurodivergent dans l'équipe, qu'il y ait personne qui a un handicap léger ou moins léger, qu'il y ait personne des communautés LGBTQ+, ou qu'il y ait des communautés culturelles. Donc, c'est de voir un peu comment on en parle. Et souvent, les gens veulent juste avoir des outils, dire « aide-moi à avoir des conversations ». Là, au moins démarrer cette conversation-là. Parce que c'est sûr que je pense que la plupart des organisations le font, demandent une auto-identification aux employés pour essayer au moins de mesurer on part d'où. Oui. Et l'auto-identification, on le fait aussi. On essaie de faire des petites campagnes de promotion à l'interne une fois par année pour encourager les gens à s'auto-identifier. Mais l'auto-identification, si moi, Pasquale, je dois compléter mon petit formulaire dans le système, je vais cocher la case qui me correspond. Dans mon cas, je vais cocher LGBT. Pardon. Et donc, ensuite, c'est de dire, c'est super. Donc là, j'ai une statistique, si on veut, sur la diversité. Mais ensuite, est-ce que j'ai vraiment aidé mon inclusion? Comment je travaille mon inclusion? Oui. Donc, dire, OK, oui, j'ai plus de personnes issues des communautés ethnoculturelles, j'ai plus de personnes en situation de handicap, j'ai plus de personnes autochtones, par exemple, dans mon équipe. Mais est-ce que ces personnes-là se sentent incluses, se sentent bien? Celui-là, il est plus difficile parce qu'il est un peu plus soft. Alors que la diversité, des fois, on peut dire, OK, oui ou non. C'est un fait. Oui. L'inclusion, c'est un peu un choix. J'aime beaucoup cette nuance-là. Tu sais, on parle aussi... on parlait beaucoup de communautés minoritaires visibles. Souvent, c'était un peu ça. Comme tu le disais, on le voit pas. Mais là, avec le temps qui passe, je regarde ton nom de famille, Lomascolo, on n'est pas dans Tremblay. Non, effectivement. Moi, mes 4 grands-parents sont immigrants italiens. Mais donc, je considère après 2, voire 3 générations, selon comment on le compte, je me considère très, très, très québécois. Donc, pour moi, ça n'existe un peu moins dans mon cas. Tu sais, je reste un homme blanc avec tous mes privilèges, évidemment. C'est toujours ça la posture de départ. C'est de dire, OK, est-ce que je suis capable de reconnaître, peu importe qui je suis, j'ai certains privilèges par rapport à d'autres personnes et on entame vraiment la conversation avec d'autres. Ben c'est la notion d'être conscient. Absolument. Comme on le dit. Donc, vous avez défini des groupes d'affinité. J'imagine c'est en fonction aussi de des statistiques que vous avez recueillies. Peut-être nous parler un peu des groupes là, qui ont été définis. Parfait. Donc, Hydro-Québec, comme entreprise assujettie à la loi de la Commission, je ne vais pas m'affager, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, on suit 5 groupes surreprésentés officiellement, comme toute entité publique ou parapublique, qui sont les femmes, les personnes des minorités visibles, les personnes des minorités ethniques, je sais qu'on n'aime pas beaucoup le terme, mais c'est ça, les personnes autochtones et les personnes en situation de handicap. Ensuite, Hydro suit également les personnes des communautés LGBTQ+, comme font plusieurs grandes entreprises publiques ou privées. Ce sont et on suit ces indicateurs-là un peu avec l'auto-identification, ce qui est à la base, mais ensuite, on sait que l'auto-identification, c'est auto. Donc, est-ce que je souhaite me déclarer ou pas? Et il y a plein de bonnes raisons. Des gens, qu'on soit gestionnaire ou employé, qui me disent « ça me tente pas parce qu'on est coché ta petite boîte ». Et souvent, on dit « c'est correct ». Si tu ne te sens pas à l'aise de la cocher, c'est peut-être nous, comme organisation, qui devons soit, 1, faire plus de travail pour que tu te sentes à l'aise, ou de 2, peut-être qu'on n'a pas assez fait pour que tu souhaites le partager, et c'est correct aussi. Puis en même temps, tu sais, je prends, mettons, la communauté LGBT. Ça regarde qui? Mais ça regarde... Je veux dire, en quoi l'orientation sexuelle devrait impacter ton milieu de travail? Ben, si on pose la question, je pense à plusieurs personnes des communautés LGBTQ+, elles diraient, ben, peut-être que la majorité ou une bonne partie vivent un peu d'exclusion, selon où est-ce qu'on est. Et tu sais, je me fais souvent poser cette question-là quand j'anime des petits ateliers de discussion. Les gens disent, oui, mais ça ne m'appartient pas. En effet, ça ne t'appartient pas, mais en même temps, c'est mon identité. Oui. Et mon identité, si le lundi matin, autour de, je sais pas, la machine à café ou dans une cafétéria, peu importe, et on jase, comment a été ton week-end, et si on dit, Pasquale, comment a été ton week-end, qu'est-ce que tu as fait? Si je me sens pas à l'aise et je suis pas out à mes collègues, ça se peut que je parle jamais. Et donc, certains gestionnaires, après, nous disent, c'est vrai que j'ai 1 ou 2 collègues qui parlent jamais de leur week-end. Est-ce qu'ils sont gênés? Peut-être qu'ils ne veulent pas partager et c'est hyper correct. Oui, parce qu'il y a des gens hétéros qui n'ont pas envie de dire qu'ils sont à la chasse, par exemple. Mais ensuite, ton identité, on aimerait que tu sois tout
ce que tu es. Donc, de moi, de Ouais. ne pas pouvoir parler de mon chum ou ce que j'ai fait en fin de semaine, c'est un peu Ouais. difficile. Je comprends. Donc, en Amérique, les gens se sentent complètement à l'aise dans leur milieu de travail, évidemment, à leur propre rythme, s'ils sont à l'aise de le faire. Oui, je comprends. Moi, j'ai tellement de personnes ouvertes d'esprit que je me dis ça devrait aller de soi. mieux. Mais je comprends que si quelqu'un serait de nature extrovertie, s'il sent qu'il ne peut pas l'être dans son milieu de travail parce qu'il a peur des jugements, Ouais. en effet, il y a du travail aussi à faire. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi au niveau du recrutement, d'essayer de recruter aussi des personnes qui ont une ouverture d'esprit en partant, peu importe de quelle communauté, à laquelle communauté ils appartiennent? Oui, et ça commence beaucoup, beaucoup par le recrutement, puis c'est probablement une des équipes avec lesquelles notre équipe en ADI, on travaille beaucoup, beaucoup le plus, je vous dirais. Et on travaille avec l'équipe de recrutement qui, elle, embauche des gens, elle, l'équipe, mais aussi conseille des gestionnaires qui embauchent. Mm-hmm. Et ensuite, ultimement, toute décision d'embauche revient à un gestionnaire qui embauche. Le gestionnaire veut choisir son fit, entre guillemets, comme on veut, même si ce mot-là nous fait un peu sourciller des yeux parce qu'on n'aime pas beaucoup le mot fit. Dans quel sens? À part que c'est un mot anglais, mais dans quel sens? Effectivement. Donc, un fit, souvent, je sais pas si moi, je m'appelle Pasquale, je suis d'origine italienne, je suis anglophone, je suis gay. Donc, peut-être que pour moi, mon fit, c'est d'embaucher quelqu'un qui est aussi anglophone, qui est aussi membre de la communauté, des communautés LGBT, peut-être qui est aussi d'origine italienne ou anglo. Et donc, ça, dire, OK, le fit, c'est super, on veut qu'il y ait une belle cohésion, mais des fois, le fit, ça t'amène quelqu'un qui est archi compétent, mais qui ressemble un peu aux autres dans ce qu'il amène, il ou elle amène la table. Peut-être que tu as besoin d'un petit ajout à ton équipe. Quelqu'un qui va te challenger. Et aussi qu'au Québec, on aime ça se faire challenger dans nos organisations. Et nous, nos gestionnaires nous disent beaucoup, beaucoup. Tu sais, j'embauche quelqu'un, j'embauche le ou la meilleure pour la job, mais je veux qu'elle me challenge, je me dis, tu sais quoi, ce processus-là que tu fais depuis 15-20 ans, pourquoi on l'essaie pas comme ça? Si je prends toujours quelqu'un qui a un fit, ça se peut que je me fasse moins challenger et je cesse d'innover. Ça reste aussi l'attitude du gestionnaire. Il y a des gestionnaires qui n'aiment pas se faire challenger non plus, qui souhaitent. Et ça fait partie de l'ouverture d'un gestionnaire, à mon avis, en recrutement, de prendre quelqu'un qui a une belle maturité émotionnelle, qui est capable de gérer son ego et qui voit justement que quelqu'un ait cette capacité-là de voir les zones aveugles comme une richesse dans son équipe. Et non, moi, comme gestionnaire, j'y avais pas pensé. Donc, et ça, c'est aussi un travail auprès des gestionnaires de recruter des gens qui ont ces compétences-là. Absolument, je l'entends de plus en plus. Je pense que c'est beaucoup dans le profil de gestion qui Hydro recrute ou qui sont promus, qui reçoivent des promotions. Souvent, les gestionnaires chez nous veulent se faire challenger. Peut-être pas remettre en question au complet, évidemment, mais veulent se faire challenger dans le sens que, hey, si je t'ai embauché, c'est parce que je pense que tu es expert ou experte dans ton domaine. Ben, est-ce qu'il y a quelque chose que je fais pas correct ou qu'on pourrait s'améliorer? Ça, je l'entends beaucoup, beaucoup de gestionnaires qui embauchent des personnes immigrantes ou nouvellement arrivées au Québec depuis pas beaucoup d'années. Et selon d'où on vient dans le monde, il y a plusieurs cultures qui sont très, très hiérarchiques. Et donc, on challenge moins le boss dans certains endroits dans le monde. Et donc, quand on arrive au Québec ou juste chez nous, chez Hydro, je vais parler pour nous, les gestionnaires disent « Ah, Pasquale challenge-moi ». Si Pasquale vient d'une culture très hiérarchique, où généralement, ce que le ou la gestionnaire dit est la règle, point, fin de la phrase, fin de la conversation, peut-être qu'il y a moins d'espace. Donc, c'est une petite adaptation aussi de part et d'autre. C'est aussi du côté de l'employé lui-même de dire, ici au Québec, tu peux te permettre et c'est bien. Non seulement c'est bienvenu, mais c'est attendu dans cette culture-là. Qui est quand même un travail que chaque personne qui émigre au Québec doit faire, en plus de tout le reste qu'on doit faire quand on se déracine de son pays, on arrive dans un nouvel endroit, tu sais, se loger, se nourrir, trouver une école pour ses enfants. Il y a tellement de complexité. Là, on rajoute, s'il n'y a pas de barrière la langue, parfois il y en a une. Donc tout ça, il y a tellement de complexité. Donc on essaie d'accompagner les gens de plus en plus. Parce que là, on prend une courte pause et on poursuit la discussion tout de suite après.
De retour à Inclusion Inc., je m'appelle Chantal Doré et j'ai le plaisir d'avoir une discussion intéressante et animée avec un conseiller équité, diversité et inclusion d'Hydro-Québec, Pasquale Lo-Mascolo. Alors, Pasquale, parmi les groupes d'affinité, on parlait des Premières Nations notamment, qui dit Hydro-Québec dit énergie. Donc, c'est sûr que dans une perspective territoriale, il y a toute cette notion-là des barrages, et là, on n'aura pas une discussion d'ingénieur là-dessus. Je n'y connais rien. Moi non plus. Parfait. Ceci dit, il reste que justement, Hydro-Québec doit tenir compte des réalités territoriales, l'occupation des territoires, et ça amène certains défis, j'imagine, notamment avec les Premières Nations. Donc, comment vous vous positionnez à ce niveau-là? Je vais peut-être davantage parler pour ce qui se fait à l'interne, surtout au niveau de l'embauche. Donc, le plus possible, lorsqu'on embauche des personnes soit autochtones, donc des Premières Nations ou Inuits, on essaie de s'assurer qu'il y a un sentiment de, comment on appelle, sécurité culturelle. Donc, que la personne se sente à l'aise, qu'on a bien compris un peu d'où elle vient, son bagage, avant qu'elle arrive dans son nouveau milieu de travail. C'est pas toutes les équipes qui sont automatiquement habilitées, si on veut. Des fois, ça prend quelques formations. Des fois, c'est des discussions juste pour se comprendre. Surtout avec la réconciliation, des fois, on part de part et d'autre un peu plus loin. Donc, juste c'est de se comprendre. C'est souvent des conversations. Ça prend des fois du temps. Souvent, ce qu'on dit en diversité et inclusion, on est un peu le contraire de la santé-sécurité. T'sais, en santé-sécurité, on dit... Tu mets tes équipements de protection ou tu peux pas travailler parce que c'est pour ta sécurité. Alors, je peux pas, à l'inverse, en diversité, je peux pas te forcer à être ouvert. C'est comme tu dois cheminer un peu tranquillement, un peu à ton rythme. Certaines personnes vont plus rapidement que d'autres et on les suit un peu. Je sais que vous offrez à vos gestionnaires une formation en leadership inclusif. Ouais. Donc, est-ce que, par exemple, aux Premières Nations, il y a des préjugés que la communauté peut avoir, genre, on sait bien, vous autres, vous ne payez pas de taxes. Ce genre de truc-là, on l'a entendu souvent. Donc, est-ce que les gestionnaires qui ont une personne issue des Premières Nations vont adresser ces préjugés-là que les gens peuvent avoir, clarifier peut-être des perceptions? Les perceptions sont très, très grandes, je dirais, dans tout groupe sous-représenté, particulièrement chez les premiers peuples, les Premières Nations. Mais on essaye un peu de les défaire tranquillement. Des fois, c'est nos propres préjugés, des fois, c'est nos propres biais. On disait tantôt, tout le monde en a. Mais c'est comment on aide les gens à avoir cette conversation. Ou juste de démystifier. Des fois, c'est la peur de l'autre, la méconnaissance. Un peu des fois avec des personnes immigrantes. « Ah, j'ai peur parce que je connais pas trop d'où elle vient, donc je l'apprécie pas. » Prends le temps, tu sais. Allons vers l'on. Parlons-nous. Tu sais, des fois, juste essayer de se comprendre, c'est pas facile. Tu sais, on dit souvent ça aux enfants. Tu sais, parlez-vous, c'est correct, les amis. C'est pas facile quand... à n'importe quel âge, c'est pas facile. Peu importe la différence qu'on a. On a d'ailleurs ici à Canalem une émission sur les premières par et pour les Premières Nations. Je dis par et pour, mais toute personne qui est intéressée par... en tout cas, moi, je suis passionnée par la spiritualité des Premières Nations depuis très longtemps. Donc, c'est une émission que j'aime écouter qui s'appelle « Coué Bonjour ». Dans cette formation-là en leadership inclusif, qu'est-ce qu'on apprend et comment ça peut changer l'attitude, entre autres, et comment c'est mesuré? C'est une grande question, les mesures. Hein? Les mesures, oui. Souvent, c'est pour ça souvent je donne l'exemple de la santé et sécurité. Des fois, des mesures, on peut suivre des KPI, des indicateurs. 100 journées sans accident de travail. Exact. Bon. Et ça, on aime ça, c'est facile, ça se met sur un tableau. Ouais. Le niveau d'inclusion, il est difficile celui-là à suivre. On commence avec nos formations leadership, souvent avec des nouveaux gestionnaires. Et on fait des petites formations et on essaie de ne pas y aller trop lourd dans le sens qu'on y va par petites bouchées. Et souvent, on fait une conversation et de deux, on fait des petits groupes de gestionnaires qui viennent de plein d'unités d'affaires différentes. Donc, soit, je sais pas, des gens plus opérationnels, des gens plus corpos, des gens plus bureaux. Et des gestionnaires de partout. Et souvent, on fait quelques mises en situation. En disant, tu sais, je sais pas, j'entends un commentaire, je sais pas, raciste, homophobe, sexiste, misogyne, peu importe le type de discrimination, comment on le gère? Et souvent, les gens se retournent vers nous, l'équipe EDI, en disant, OK, mais qu'est-ce que je ferais? Et souvent, on lance la question autour de la table en disant, bon, il y a plusieurs gestionnaires autour de la table, comment vous serez pris? Il n'y a pas de, tu sais, on n'a pas d'aide à la tâche. Il n'y a pas un FAQ, là, une foire aux questions qui dit, OK, genre de commentaire là, je fais ça, genre de commentaire ci, je fais comme ça. C'est un peu plus complexe, ça dépend toujours des personnes. Ça revient beaucoup, beaucoup au courage de gestionnaire, le courage d'avoir du leadership inclusif. C'est pas facile. Il
faut travailler sur soi. Je dis pas que je l'ai plus que d'autres, mais c'est beaucoup de travail pour chacune à faire un peu. C'est un peu d'introspection. Et on le voit selon la diversité que vivent les gens dans leur vie personnelle, leur niveau d'ouverture. Oui, oui. Et je t'entends beaucoup, Pasquale, dire chacun, chacune. Est-ce que vous avez adopté l'écriture épicène chez Hydro-Québec? Oui, on a adopté l'écriture non sexiste depuis 1 an ou 2 et on fait plusieurs petites formations à l'interne, surtout pour les équipes qui font de la rédaction. De plus en plus, on essaie d'y aller. C'est difficile comme tout aussi. Je sais pas, je suis allé à l'école, bon, je dirais pas mon âge. Je suis allé à l'école il y a très longtemps, j'ai appris à écrire d'une certaine façon. OK, là, je dois réapprendre. Ah, OK, c'est vrai. Puis de dire comment dire ça sans que ça soit féminin ou masculin, là, dire plus la communauté, les gens. Ça reste que c'est encore une fois, ça peut être perçu comme quelque chose de plus à faire pour un gestionnaire. Quelque chose de plus, ou souvent la question des pronoms revient. Pour les gens qui travaillent plus dans les bureaux, pourquoi vous mettez vos pronoms dans vos signatures? Et on dit souvent, oui, mais moi, Pasquale, c'est tout simple. Je mets un pronom. Si ça peut contribuer à ce qu'une personne qui est soit non-binaire ou trans puisse mettre son pronom en sentant un sentiment d'aisance, qu'elle ne va pas se faire juger ou elle ne va pas se faire poser mille et une questions, mais tant mieux. Je deviens un allié de quelqu'un d'autre dans ma propre communauté. Pourquoi pas? Oui, parce que dans le fond, ça demeure une minorité, mais c'est de s'assurer que cette minorité-là se sente à l'aise de pouvoir être entendu, être vu, être compris. Et on veut toujours que les gens soient à l'aise qui ils ou elles sont dans leur milieu de travail. Et comme on se disait au début, tu peux ou ne pas vouloir partager ta vie perso, mais je veux que tu sois à l'aise de qui tu es le plus possible. Et ensuite, qu'on soit minoritaire ou pas, je trouve que c'est un devoir d'entreprise, d'employeur, de dire, peu importe si j'ai 1 ou 23 000 personnes qui représentent l'identité X ou Y, bien, cette personne-là doit se sentir à l'aise et confortable pour être qui elle est. Parce que, bon, c'est ça, j'imagine aussi les gestionnaires, ça a été une sensibilité de dire qu'est-ce que c'est ce YEL ou D. J'imagine pour beaucoup de gestionnaires, c'était pas clair qu'est-ce que ça voulait dire, donc ça a fait partie de la formation. Bien, tout ça a été une conversation en continu. Tu sais, on en prend un petit bout, on parle souvent des groupes sous-représentés et, je sais pas, une personne peut avoir une grande connaissance de la neurodivergence. Quelqu'un peut connaître très, très bien les troubles de spectre de l'autisme. Peut-être que la personne a un enfant ou un membre de sa famille sur le spectre. Donc, elle est très, très bonne là-dedans, mais est beaucoup moins à l'aise avec l'LGBTQ+, avec les communautés ethnoculturelles, avec les personnes autochtones. Donc, tout ça, c'est correct, tu n'as pas besoin d'être experte en tout. On chemine un peu, on apprend. Tu sais quoi, ton téléphone, là, il y a tellement de ressources disponibles sur les médias sociaux. Continuons à discuter et j'ose prétendre que Inclusion Inc. contribuera à cette éducation un peu plus large et inspirera des organisations de toute taille à être plus diversifiées, inclusifs et, va le dire, aimants. Ah, bravo, c'est beau! Merci beaucoup, chers auditeurs. On se retrouve très bientôt. Je m'appelle Chantal Doré et je recevais Pasquale Mascolo, conseiller équité, diversité, inclusion à Hydro-Québec. À très bientôt!